Bonjour. Au début du XXe siècle, Cotonou était une ville secondaire par rapport à Porto Novo, qui était la capitale de la colonie du Dahomey. Comment se fait-il que Cotonou est devenue aujourd'hui la ville la plus importante du Bénin? Pourquoi Porto Novo, qui demeure la capitale du Bénin, n'abrite plus le palais de la République? Comment la démétropolisation de Porto Novo s'est opérée? À toutes ces questions, nous allons essayer d'apporter des réponses avec notre professeur d'histoire Sébastien Soutinjo, qui nous a fait le bonheur, l'honneur d'être encore avec nous ce matin. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de répondre encore une fois à notre invitation. C'est un honneur. Je vous en prie. Pour commencer, faites-nous un état des lieux, des cités de Porto Novo et de Cotonou avant l'indépendance. Bon, je vous remercie. Je crois que la question que nous allons traiter, le sujet que nous allons traiter est un sujet très sensible. Sensible parce que il s'agit de la perte des attributs d'une capitale. Et ça fait mal aux habitants de cette capitale. Pour engager donc la discussion, l'entretien, je tiens à rappeler que l'historien n'est pas un politicien. Oui. L'historien analyse les actes déjà posés. Il les décrit, il les analyse, il essaie de comprendre pourquoi c'est comme ça. Mais il ne prend pas parti, il ne juge pas. L'historien n'est pas non plus celui qui prévoit. Il ne fait pas de la prospective. L'historien n'est pas un futuriste. Je voudrais donc rappeler ces principes sacro-saints pour la discipline avant d'aborder donc le sujet. Alors, vous me demandez les deux villes, Cotonou et Porto Novo, quelles sont leurs origines? Il faut dire que Porto Novo est une ville qui est née à partir du siège du pouvoir royal. Donc c'est une ville cité-palais. Donc c'est à partir de là que la ville a grandi, etc. Autrement dit, Porto Novo en tant que ville existait avant Cotonou. Son origine remonte donc à la naissance du royaume de Roboum. Ça fait première moitié du XVIIIe siècle. Cotonou, au Cotonou, était une province maritime du royaume du Dahomey. Après avoir conquis Alada en 1724, le royaume d'Abomey s'est étendu depuis le plateau d'Abomey jusqu'à la côte. Et Cotonou était donc une province maritime. Donc c'est à partir des représentants royaux qui avaient constitué donc une sorte de hameau. C'est à partir de ce hameau-là que la ville va naître au cours de la période coloniale. En résumé, Porto Novo est une ville qui existait avant l'intrusion coloniale. Oui. Cotonou est une ville d'origine coloniale. Ceci est important parce que, de par la composition des habitants, on va voir que ça a une importance. Oui. Cotonou et Porto Novo se sont donc comportés différemment, notamment en termes d'accroissement de la population. Oui. N'est-ce pas? Expliquez-nous un peu cet état de choses. Bon, donc, j'avais écrit un article en 1999 et que j'avais intitulé « Cotonou et Porto Novo, deux capitales à deux vitesses » pour montrer donc la différence de croissance dans le temps des deux villes. Cette différence de croissance est due essentiellement à des investissements publics urbains qui ont été faits dans les deux villes, mais de façon différentielle. Parce que la France qui a colonisé donc le Dahomey,
qui est donc la métropole, pour des raisons qui se seraient longues à expliquer, a voulu investir dans les colonies à partir de 1946 et a créé pour ça un compte qu'on appelle le Fonds d'investissement et de développement économique et social, FIDES, qui a élaboré 3 plans de développement pour ces colonies qu'on a appelé territoire d'outre-mer à partir de 1946. Donc, le premier plan FIDES a été appliqué de 1948 à 1952. Le second plan de 1953 à 1957. Et le troisième plan FIDES de 57 à 61. C'est à travers ces plans que la France a investi dans certaines villes. Parce que en 1945, la France avait choisi 20 villes qui sont des capitales économiques ou politiques pour investir. Pourquoi la France a fait ça? Parce que la France sortait donc de la guerre, meurtrie, vainqueur, d'accord, mais a été profondément saccagée par cette guerre. Oui. Pour que ces pays européens ne tournent pas le regard vers le communisme, vers l'Union soviétique à l'époque, les États-Unis ont voté un plan qu'on appelle le plan Marshall. Oui. La France a eu sa part. Donc, pour pouvoir trouver les moyens de reconstruire son économie, la France a pratiqué ce qu'on appelle le keynésianisme, c'est-à-dire investir, distribuer de pouvoir d'achat pour pouvoir vendre aux consommateurs, investir pour pouvoir montrer le visage donc, de sa civilisation. Donc c'est en fonction de cela qu'elle a décidé, alors que jusque-là, la France n'intervenait pas, n'investissait pas directement, elle a décidé donc d'investir à travers les plans. Ces plans ont été appliqués dans 2 villes, Cotonou et Porto-Novo. Et Porto-Novo était la grande bénéficiaire. Cotonou en a reçu plus de ces investissements que Porto-Novo. Parce que l'architecte qu'on appelle Talzat, qu'on a dépêché ici en février, qui a séjourné donc à Cotonou dans les 2 villes, de février à septembre 1948, pour élaborer l'avant-projet du plan d'urbanisme des 2 villes. Ce plan donc a été adopté, on a commencé à l'appliquer. À l'application de ce plan, Cotonou a reçu à peu près 20% du total du montant du premier plan FIDES. Porto-Novo a reçu à peine 6%. Pourquoi? Parce que quand on voulait tracer les voies, il a eu la résistance. Résistance parce que à Porto-Novo, le site étant salubre, la nappe phréatique étant en profondeur, Porto-Novo enterrait les bords dans les maisons. Donc, l'opposition donc des Porto-Noviens, enfin des habitants donc de Porto-Novo, face donc à l'application du premier comme du second plan, c'est dû au fait que Porto-Novo, avec ses habitants, soucieux ou bien respectueux des us et coutumes, ne voulant pas la profanation des tombeaux, a résisté. Certes, il y a eu quelques investissements, il y a eu donc un quartier économique qui a reçu donc des capitaux, il y a eu donc quelques voies qui ont été donc bitumées. Il y a par exemple le grand lycée Béhanzin, hein, donc à l'époque c'était Victor Ballot, qui a reçu donc un investissement modernisé, un investissement qui se chiffre à plusieurs millions de choses. Il y a donc Porto-Novo a reçu
moins que Cotonou. Et qu'est-ce que Cotonou a obtenu alors dans le temps en termes d'infrastructures? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples Voilà, donc où est-ce qu'on a investi? Oui, donc le premier plan, par exemple, a permis donc de faire le zonage de Cotonou. Zonage, ça veut dire quartier commercial, quartier résidentiel, quartier portuaire, etc. Le zonage. Oui. Quartier industriel, par exemple à Papa. Oui. Donc le zonage, le WAF donc, de Cotonou a reçu donc des investissements pour se moderniser. L'aéroport de Cotonou, Kadjehoum, oui, a reçu des investissements parce qu'on a voulu allonger la piste donc, de cet aéroport que Cotonou a accueilli depuis 1938. Cotonou a reçu, par exemple, on a fait forage d'eau, adduction d'eau, parce que Cotonou, le site même, n'a pas de l'eau potable. Il faut aller à Godomain, une quinzaine de kilomètres. Et c'est au cours, justement, de l'application du premier plan FIDES qu'on a fait l'adduction et la distribution donc, de l'eau, évidemment, dans la partie, donc, dans le tiers donc, de Cotonou. Donc, Cotonou a reçu beaucoup d'investissements. J'ai cité donc quelques-uns, beaucoup d'investissements publics urbains. Oui. Les réalisations, le WAF qui a été prolongé, le revêtement donc, de certaines rues. Par exemple, c'est au cours de l'application que ce qu'on appelle, ce que nous appelons aujourd'hui la route inter-État numéro 2. Oui. À l'époque, on l'appelait donc la route intercoloniale, c'est-à-dire il a conduit Igolo. Oui. C'est pendant l'application, c'est au cours de l'application du premier plan FIDES 1948-1956 que cette voie a été entièrement bitumée. C'était une première. Bon, cette voie traverse Cotonou sur 8 km. Ça veut dire donc que Cotonou a profité, oui, etc. Donc, les investissements ont attiré beaucoup de monde. Donc, un pays, enfin, une ville où on fait des investissements, ça attire donc les travailleurs, des emplois temporaires, des emplois définitifs, etc. Cotonou est aussi la ville, non seulement qui a donc le WAF, il a donc maintenant un quartier industriel après le zonage. Cotonou donc abritait donc les banques qui existaient à l'époque. Il avait donc 4 banques, si je m'en souviens. Il y a la Banque d'Afrique occidentale, il y a la Banque nationale de l'industrie et du commerce, il y a Crédit Lyonnais. Donc Cotonou était déjà. Ensuite, le WAF, qui a été conçu de 1891 à 1899, est ouvert donc au trafic dès 1873. Cela attire donc les habitants. Donc c'est comme ça que Cotonou, vous l'avez dit donc en introduction, qui en 1910, c'est-à-dire au début du XXe siècle, était la 4e ville après Porto Novo, Ouidah et Abomey, à cause des investissements qui attirent du monde, qui rend la ville plus attractive. Cotonou, déjà, à partir de 1956, sa population a dépassé celle de Porto Novo. À l'indépendance, en 1960, la première enquête démographique a été faite en 1961. Cotonou avait déjà 68 300 habitants au moment où Porto Novo a 64 000. L'écart ne cesse donc de s'agrandir jusqu'à nos jours. Donc, sur le plan donc démographique, voilà donc ce qui explique un peu la différence de poids démographique entre les deux villes. Est-ce que c'est tout ça, c'est-à-dire cette croissance démographique de la ville de Cotonou, est-ce que c'est ces nombreux investissements dans la ville de Cotonou qui ont déclenché la démétropolisation de Porto Novo? Est-ce que c'est ça qui a fait que les attributs de capitale, ou alors qui ont fait que le palais de la présidence s'est retrouvé finalement à Cotonou? Bon, vous me posez aussi une question très intéressante parce que, bon, la jeunesse d'aujourd'hui ne comprendrait pas
pourquoi Porto-Novo, qui est la capitale du Bénin, n'abrite pas le siège du gouvernement. La jeunesse d'aujourd'hui ne comprendra pas, ne comprend pas pourquoi la capitale, qui dans les autres pays abrite les ministères, c'est plutôt Cotonou qui abrite ces ministères. Pour expliquer, il faut retourner encore à la période coloniale. Parce que c'est la période coloniale, c'est pendant la période coloniale que tout a été joué. Après l'indépendance, il y a eu bien sûr les rivalités entre les trois formations politiques qui sont en lutte pour la conquête du pouvoir, qui se sont ajoutées et qui ont fait que le phénomène d'exode des services de Porto-Novo vers Cotonou a continué. Alors, de par la situation de Porto-Novo, Porto-Novo est un peu en retrait par rapport à la côte. Porto-Novo, la ville se situe à peu près à 10 km de la côte. Certes, Porto-Novo a une lagune qui continue jusqu'au Nigeria, à Lagos. Porto-Novo même est un port lagunaire. Mais les gouverneurs qui résidaient donc à Porto-Novo se sentaient, disait-il, relativement isolés. À tel enseigne que le gouverneur venait séjourner à Cotonou une fois dans la semaine pendant la période coloniale. Ce qui a fait que des gouverneurs ont demandé le transfert de la capitale de Porto-Novo à Cotonou. La question donc a été pour la première fois débattue en 1911, au temps du gouverneur Émile Merval, qui a séjourné dans notre pays en tant que gouverneur, lieutenant-gouverneur de Porto-Novo, donc le chef du territoire, 1911-1912. C'est en son temps que le problème s'est posé, compte tenu donc du caractère un peu excentré de Porto-Novo. Il a dit, bon, puisque vous parlez donc de transfert, faisons une commission d'enquête pour vous faire des propositions. La commission a fait donc ses enquêtes, etc., et a conclu qu'il faut maintenir la capitale à Porto-Novo parce que le site est salubre, le site est stable, ce n'est pas comme Cotonou, le site est marécageux, etc. Mais la question est revenue encore sur le tapis dans les années 1920, où la colonie de Dahomey a connu une certaine prospérité due au fait que la France, qui a participé à la première guerre, 1914-1918, qu'on appelle la Grande Guerre, voulait reconstruire son économie après la guerre. Reconstruire son économie, c'est essentiellement donc encourager la palmeraie, les huiles de palme que la France achète ici. Donc la colonie avait vraiment vendu et puis donc les termes d'échange étaient favorables à la colonie. Donc pendant cette période de relative prospérité dans les années 20, on a posé encore la question de transfert parce que Cotonou est un peu en retrait. La capitale doit être au centre, doit être le nœud des voies de communication. C'est Cotonou qui a donc cet attribut-là. Donc, dans les années 20, on a été jusqu'à calculer combien ça va coûter le transfert de la capitale de Porto-Novo à Cotonou. Et à l'époque, c'était évalué à 13 millions de francs. Ça n'a pas été appliqué simplement parce qu'entre-temps, il y a eu la crise économique de 1929-34, oui. Et puis, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc, là encore, la question a été enterrée. Oui. Bon. Dans les années 50, quand les investissements publics urbains ont commencé avec l'application des 2 premiers plans FIDES, et que Cotonou,
au cours donc de l'application donc de ces plans de développement, est maintenant raccordé à Godomain, où on a donc trouvé donc de l'eau potable. Donc, l'eau potable est drainée de Godomain. Cotonou maintenant a donc de l'eau potable. Avant, c'était donc l'eau de pluie, donc ça défavorisait Cotonou. Donc la question a été encore reposée. En quels termes? Le gouverneur qui était donc à la tête du pays s'appelait à l'époque Charles-Henri Biros. Charles-Henri Biros. Et voilà comment il a posé le problème. Il dit qu'il y a une dispersion des services entre Cotonou et Porto-Novo. Et qu'il serait intéressant de regrouper ces services-là pour les rendre plus fonctionnels. Oui. Et que par rapport à cela, il serait bon donc que la capitale soit transférée de Porto-Novo à Cotonou. À l'époque, ceux qui ont fait opposition à cette volonté donc, du colonisateur, c'est les membres de ce qu'on appelle le Conseil général, c'est-à-dire l'embryon du Parlement qui existait à l'époque. En 1952, c'est ce qu'on appelle le Conseil général est devenu l'Assemblée territoriale. Donc ce sont les députés, comme on les appellerait aujourd'hui, qui ont dit non, il n'est pas question que Porto-Novo soit dépouillé donc de son attribut de capitale. Parce qu'ils considèrent que Porto-Novo est une ville autochtone. Oui. Historique. Une ville historique, autochtone. Même s'il y a des migrants comme à Cotonou, etc., Porto-Novo est une ville autochtone. Donc ils sont opposés. Et à l'époque, il avait donc des élections. Élections pour élire les représentants au Conseil général, et puis à partir donc de 1956, élection donc du maire, etc. L'administration coloniale n'avait pas intérêt à s'opposer à la volonté donc de ceux-là qu'on appelait aujourd'hui les députés. Oui. Donc là encore, ça n'a pas marché. Mais à l'application donc du troisième plan FIDES, 1957-1961, sans plus poser la question pour être débattue, oui, de par les investissements qui ont été faits, de par les réalisations qui ont été effectuées à Cotonou, on a vu que le colonisateur en fait a choisi, puisque à l'époque donc la France était pratiquement le seul bailleur de fonds. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le troisième plan donc FIDES, c'est le plan qui est destiné à construire les capitales des toutes prochaines nations qui vont accéder à leur indépendance en 1960. Alors ce plan, c'est au cours de ce plan donc que l'hôpital CNHU, c'est-à-dire l'hôpital des 350 lits, a été conçu dans les années 52, on a construit et puis était pratiquement terminé à l'indépendance. C'est pendant ce plan que le premier palais présidentiel a été construit. Et c'est ce plan qui a créé donc le quartier qu'on appelle Patte-d'Oie. Dans les autres colonies aussi françaises, la Patte-d'Oie, c'est le quartier qui abrite les grands services de l'administration centrale, c'est-à-dire les ministères. Alors que Porto-Novo avait quand même un hôpital qui était dans une vétusté avancée, décrite donc par les gouverneurs, mais c'est plutôt Cotonou qui a été choisi. Donc, ce débat a été tranché de fait par le colonisateur. Et il faut dire aussi qu'avec les investissements, avec les installations donc des équipements, il y a certains services donc
qui ont commencé à quitter Porto Novo. Et le processus s'est étalé sur plus d'un demi-siècle, hein, parce que ça a commencé en 1920 et ça a pratiquement pris fin en 1991, c'est-à-dire le retrait progressif. D'abord, quand le port de Cotonou, quand le WAF de Cotonou est devenu fonctionnel, les maisons de commerce, Régis, Vala Richard, Fabre, Sifao, et d'autres comme venant donc de la Grande-Bretagne, John Walden, John Holt, je ne sais pas si vous connaissez, tout ça là c'était à Cotonou jusqu'à la Révolution, etc. Donc, ces maisons-là ont, avec le WAF qui a commencé à fonctionner, ces maisons qui, au départ, étaient d'abord installées à Ouida, ensuite à Grand Popo, ensuite à Porto Novo, toutes ces maisons sont venues à Cotonou installer leur, comment je vais dire ça, leur siège. Et c'est seulement les succursales que vous trouvez dans les autres villes. Donc Cotonou devient de fait la capitale relais pour ces sociétés-là. Donc tout ça là attire du monde. Avec donc le WAF, la chambre de commerce qui était installée à Porto Novo en 1908 va quitter avec la nouvelle fonction. Est-ce que c'est nouveau? Ça dit que Cotonou devient donc capitale relais. C'est le siège donc de toutes les sociétés de commerce. La maison de commerce quitte Cotonou, quitte Porto Novo pour venir à Cotonou. Avec l'aviation qui s'est installée à Cotonou en 1938, c'est le poste radio, c'est la météo qui va donc venir s'installer à Cotonou. Ensuite, ça a été en 1948 le bureau économique, et puis la sûreté, la justice, ceci en 1951. Ensuite, après, dans les années 50, le premier gouvernement qui a été constitué, on l'a appelé le Conseil de gouvernement. Ça a été constitué en mai 1957, après la loi cadre qui a autonomisé au détriment de la fédération de Dakar. Oui. Cette loi, avec donc les années 50, le premier gouvernement, je disais qu'il avait 12 membres. Oui. Il faut dire que les élections ont fait que Akwiti, un des leaders, oui, était comment on va dire ça, le vice-président, oui, de ce conseil de gouvernement. Conseil de gouvernement, c'est un embryon d'exécutif qui a été mis en place donc, dans les territoires, oui, après donc, la loi Garçon de fer de 1956. Il avait, sur les 12, il avait 8 qui étaient à Porto Novo et 4 à Cotonou. Mais en 1972, donc avec la Révolution, l'exode des services va continuer. En 1973, c'est le ministère des Finances qui a quitté Porto Novo pour venir à Cotonou. En 1976, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui a quitté Cotonou pour venir, qui a quitté Porto Novo pour venir à Cotonou. En 1985, c'est le ministère de la Santé qui a quitté. Bref, en 1991, presque tous les ministères étaient à Cotonou. Donc Cotonou est devenu alors de fait la capitale. Donc la capitale d'un pays qui est donc la métropole doit jouer 4 fonctions, c'est-à-dire comme activité. Et la fonction donc de commandement administratif. Les ministères sont à Cotonou. Il y a la fonction de commandement politique. Pour des raisons de sécurité, le premier président donc, de ce pays, M. Hubert Maga Koutoukou,
a choisi de retirer le siège du gouvernement de Porto-Novo à Cotonou. Avec ce repli, c'est les missions diplomatiques qui ont suivi. Avec ce repli, c'est les organisations internationales qui ont suivi. D'accord. Merci, professeur Sébastien Soutenior. Merci pour ce cours d'histoire. Merci, monsieur le journaliste. Glory Palace Hotel. Situé au Carrefour à Gontécon, vent de la station Ewell, après les feux tricolores en allant vers Védogo. Immeuble peint en bleu et jaune. Glory Palace Hotel. Contact 94 01 09 76 ou 95 62 99 99. Glory Palace Hotel. Pour votre plaisir.